Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission en rock and foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 34e et dernière journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Étienne recevait Toulouse pour ce match ô combien important et résultat, défaite 3-2 dans le chaudron. Voilà, échec et mat pour les Verts. Saint-Étienne retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine. Donc après ça, moi j'ai envie que d'écouter juste ce genre de choses. Pas la première fois que tu le passes. Dans le cortège, Olivier, salut à toi Olivier. Tu te rappelles la dernière fois que tu l'as passé ou pas? Oui. Dans le cortège, Olivier donc. Et bonsoir. Eric, salut à toi Eric. Deuxième relégation en 3 ans, et là il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Bonsoir. On va revenir sur cette rencontre, sur cette défaite lors de ce week-end, évidemment, longuement. Ça va prendre quand même pas mal de place. Il y aura des morceaux musicaux, il y aura une page alti-ligérienne, il y aura aussi et maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va arriver à ce club de Saint-Étienne. Donc ça je pense ça va nous prendre quand même pas mal de temps dans cette émission, et on clôturera l'émission avec les coups de cœur et coups de tête. Mais pour commencer on commence joli par le match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Pour le baisser de rideau de la saison de Ligue 1 face au Toulouse Football Club, Eric Horneland a reconduit exactement le même 11 de départ qu'à Reims, à savoir Larsonneur dans les buts, en défense de gauche à droite Petro, Nadé, Bernauer, Apia, au milieu le trident Ekwa, Tardieu, Mouefek, et devant Wadji, avec de part et d'autre Davitashvili et Cardona. L'ASS s'évertue à précédenter son adversaire, mais ce dernier se procure une première grosse situation par Kamanzi, contré in extremis par Apia. On retrouve les deux hommes 5 minutes plus tard. Après un passement de jambe, le Toulousain crochette le Stéphanois et décoche une frappe qui se loge au ras du poteau de Larsonneur. Obligé de courir après le score, les Verts se portent à l'attaque. Sur un centre de Davitashvili, le buteur Kamanzi est à 2 doigts de tromper son propre gardien. Puis Tardieu enveloppe à l'entrée de la surface un ballon qui échappe au cadre. Au quart d'heure de jeu, le TFC double la mise par l'intermédiaire de King, qui lancé en profondeur dans l'axe par Magri, prend Larsonneur à contre-pied. Privé de Mouefek, sorti en larmes sur blessure, les Forésiens réagissent par Cardona, qui après avoir vu sa tête sur coup franc ricocher sur la barre, adresse un centre renvoyé par Croswell sur Tardieu, lequel arme une puissante volée du droit, seulement freinée par Rest. Mené désormais 1-2, l'ASS a une nouvelle opportunité sur une volée de Davitashvili détournée en corner, se fait ensuite très peur sur un face-à-face entre Magri et Larsonneur remporté par son gardien, puis n'est pas loin d'égaliser suite à un cafouillage dans la surface. Au retour des vestiaires, le TFC accélère et pousse les Verts dans le dernier retranchement. Un tir flottant de Seattle contre un Larsonneur à une parade horizontale, une talonnade de King passe à côté, puis une reprise sur un tacle à angle fermé de Caceres termine sa course dans le petit filet. Finalement, sur un centre à ras de terre de Sidibé, King s'écroule dans la surface au contact de Nadé. Megbo hérite du ballon et trompe le portier ligérien sur une frappe croisée 1-3 et bientôt 2-3 suite à un corner joué court. Davitashvili centre pour Batubinsika, entré à la pause, qui bat de la tête, reste scotché sur sa ligne. Même s'ils n'ont plus rien à jouer, les Toulousains repartent à l'attaque et Kamanzi oblige sur une tête piquée Larsonneur à une parade réflexe du pied. Parti dans le dos de la défense mal alignée, Babika croise ensuite un poil trop son tir au moment de défier le capitaine des Verts, qui dans le temps additionnel s'emploie pour détourner en corner une frappe déviée d'Aboukal. Ainsi s'achève le calvaire de l'AS Saint-Étienne, qui passait complètement à côté de son sujet. Lors du match de la survie, se retrouve relégué en Ligue 2, un an seulement après avoir retrouvé l'élite, triste première dans l'histoire d'un club qui, au moment d'être racheté, ne s'attendait certainement pas à un tel fiasco. Ouais, il fallait impérativement l'emporter pour espérer un résultat du côté de l'Alsace et pour
envisager les barrages, mais que ça soit Geoffroy Guichard ou que ça soit du côté de Strasbourg s'est incliné dans les derniers moments, les dernières secondes, 3-2 également. Donc c'est entériné. Voilà, Saint-Etienne jouera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Donc au niveau des questions, on va d'abord revenir sur le match et puis après toutes les conséquences. Évidemment. Alors, tu l'as dit, même si une victoire n'aurait servi à rien à cause de la victoire du Havre contre Strasbourg, donc c'était quand même la mission, c'était de gagner. Est-ce que, selon vous, les Verts ont vraiment tout fait pour... parce que j'ai entendu ce genre de commentaires. Est-ce que les Verts ont vraiment tout fait pour l'emporter samedi soir ? Est-ce qu'ils l'ont tout fait ? Ils ont tenté, mais effectivement, par rapport à la prestation face à Lyon, où c'était le meilleur match à domicile, non, ils n'ont pas mis les mêmes ingrédients. Après, il n'y avait pas les mêmes joueurs. Lama norvégien n'a pas aussi titularisé ni Sissoko ni Masson dans son groupe, donc il y a ça aussi, donc t'es obligé, alors t'as un Mouefek qui se blesse donc rapidement dans la rencontre, alors que c'était peut-être le plus entreprenant physiquement et qui faisait la différence au milieu de terrain. Bouchouari qui l'a remplacé a presque été fantomatique, enfin, en tout cas il a rien apporté. Devant Wadji fantomatique, le pauvre il a couru un petit peu partout et nulle part, il a jamais fait la différence physiquement. C'est pour ça que autant tu vois, je l'avais dit la semaine dernière, Wadji à l'extérieur oui, alors qu'à domicile non, pour moi c'est Sissoko, c'est évident, mais bon, le lama norvégien, on a le décidé... lama, je trouve qu'il ressemble à un hibou plutôt. Non, avec c'est un lama, c'est parce qu'il crache, il dit go 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 et il crache tout le temps. Voilà. C'est pour ça. Lama. Oui, c'est vrai. Eric, alors, est-ce qu'ils ont tout fait pour l'emporter ? En début de match, j'ai trouvé que d'habitude, c'était moins intense que d'habitude et justement, on s'est fait tout de suite contrer. On a eu 2-0 très rapidement. On a joué 5 minutes, j'ai trouvé qu'on a pris assez d'entrée. Donc là, je me suis dit, c'est bien parti. Il y avait une banderole côté nord avant le match, c'était « Battez-vous pour ce club comme si votre vie en dépendait ». Donc c'est ce qu'on attendait des Verts, hein. Ouais. Dans un chaudron en feu. On s'attendait justement à ce qu'ils mettent la pression d'entrée face à une équipe qui n'avait plus rien à jouer, je rappelle. Et on se demandait qui jouait sa survie en fait, hein. Parce que les Toulousains ont déroulé. Sans leur sonneur, on en prenait 5, on en prenait 6. C'est inadmissible pour un match pareil, où là, il fallait vraiment tout donner, être prêt justement à laisser ses tripes sur le terrain pour sauver la SS. Après, bon, le résultat de Strasbourg-Là, c'était autre chose. Mais en tout cas, il fallait absolument gagner ce match et mettre tous les ingrédients qu'il fallait. Ce qu'on avait vu contre Lyon, ce qu'on avait vu par moment contre Brest. On a vu une équipe solide du côté de Reims. Donc, on espérait vraiment voir les Verts disputer le match qu'on attendait vraiment par rapport aux précédentes prestations. On s'attendait à tout autre chose. Moi, j'étais très très déçu. Au bout de 5 minutes, tout s'est retombé comme un soufflet. Puis Toulouse s'est retrouvé à mener 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. On est l'équipe qui a encaissé le plus de buts dans le premier quart d'heure en Ligue 1. Donc c'est pas un hasard non plus. Puis après, une fois qu'on est 2-0 avec des boulevards du côté d'Apia, qu'est-ce que tu veux faire ? On a réussi à revenir quand même malgré tout quelque peu au score. Donc on continue à espérer, mais il fallait toujours marquer 2 buts. Donc on s'est retrouvé mené 1-3 et puis après on est revenu au score à nouveau par Batou Missika en fin de match, mais ça suffisait pas parce qu'on était absolument incapable de marquer 2 buts face à cette équipe qui en fin de match aurait pu aggraver le score, alors qu'encore une fois ils avaient rien à jouer, Toulousains, donc ils ont respecté le football. Nous on n'a pas su faire le match qu'il fallait et c'est incroyable par rapport aux attentes qu'il y avait à Saint-Etienne. Alors on a parlé des blessés, quand est-ce que vous êtes dit ça y est c'est fini jusqu'au bout, vous y avez cru, ou est-ce que les blessures et puis les comme tu dis les boulevards vous ont vous avez, ça y est, comme à l'image des Green Angels qui ont déployé une banderole avant la fin du match. Il reste 5 minutes. Oui, mais bon, c'est rare quand même. Mais je les comprends et ils avaient raison. Mais vous, à partir de quel moment vous êtes dit ça y est, c'est cuit ? 1-3 moi. Ah oui. Ouais, à peu près après, au même moment. Après, tu voyais que Toulouse, physiquement, ils étaient beaucoup plus costauds, ils étaient plus rapides. Les deux pistons ont énormément fait de mal
à ce groupe stéphanois tout au long du match. Ça n'a jamais été réglé, cette histoire. Horneland, le lama norvégien, à chaque fois je veux dire ça, le lama norvégien, il fait absolument rien, il constate go go go, et voilà, c'est tout. Donc il fait absolument aucune retouche de stratégie. C'est des errances défensives, comme voilà, des grands boulevards, et ça lui paraît tout à fait logique. Et ben continuons, ben voilà, patatras quoi. Du côté des boulevards sur les côtés, on va peut-être passer. On a dit qu'on allait rapidement passer sur ce match finalement et plus analyser, faire un petit bilan plutôt de la saison. Donc sur ce match-là, est-ce qu'il y en a qui ont été au rendez-vous quand même, selon vous? 2 joueurs pour moi, Larsonneur, donc qui a retardé l'échéance comme souvent. Faut pas oublier que du côté de Reims, quand même, il sort une balle d'égalisation en début de match. Après. Je vois Marco qui donne. Ouais, il fait la boue. Il a quand même sorti des super arrêts. Il a fait des arrêts, mais il n'est pas irréprochable sur les 3 pions. Hein. Ah, je suis pas d'accord. Le 3e, je suis désolé, hein, tu dois l'arrêter. Enfin. Et le 2e, c'est Tardieu, que je citerai parce que il devient régulier. Bon, au-delà de son 2e, il marque un magnifique but. On a quand même marqué des magnifiques buts cette année en descendant. C'est assez paradoxal. Mais donc son 2e but en 2 matchs, et puis voilà, c'est un joueur qui était au placard et puis qui en est sorti et qui est peut-être sur lesquels on pourra compter l'année prochaine, on en parlera tout à l'heure. Ouais, moi Sissoko et Masson, ça a été les meilleurs. Non mais ça c'est absolument inadmissible que Sissoko ait pas été dans le groupe. Alors Masson, il y a peut-être d'autres problèmes extra-sportifs, je pense, hein, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, et des fins de contrat aussi. Mais bon, Sissoko, c'est incroyable qu'il soit pas dans le groupe. On savait très bien que Wadji n'allait pas tenir 90 minutes. On savait qu'il y a un attaquant qui allait devoir le relayer. Donc il a mis Cardona dans l'axe. Et après, il a fait rentrer le jeune Nguessan. Donc j'ai rien contre lui. Hein. J'ai vu son match hier. Il a joué 8 minutes à Saint-Étienne samedi. Hier, je ne sais pas si vous avez vu le match. En Albanie, il a joué avec l'équipe de France U17 contre l'Allemagne, qui a gagné 3-0. Il a marqué le 2e but. Il était titulaire en pointe. Donc bon, il y a des qualités. Mais là, le lancer dans l'arène comme ça en fin de match, alors qu'il y a Sissoko qui n'est même pas convoqué et que les matchs précédents il était rentré en fin de match, moi, c'est incompréhensible. Pour la première fois, j'ai vu les qualités de ce jeune joueur. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Il doit avoir des raisons. Alors lesquelles ? Je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est incompréhensible. C'est illisible parce que c'est des histoires de contrats et de. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que a priori, c'est ce que si j'ai bien tout compris, quand tu es en instance de départ, pour Masson par exemple, il voulait pas prendre le risque de se blesser parce qu'il a des touches dans un autre club. Moi c'est Sissoko. Oui, bien sûr. Non, mais là, bon, voilà, on le dit depuis suffisamment longtemps pour voilà. Après, au moins, il nous a pas surpris. La seule qualité qu'on peut lui reconnaître, Horneland, c'est qu'il il reste sur sa ligne. Ouais, c'est ça le problème. Il reste sur son. Ouais, et c'est aussi un défaut. Tout le monde sait comment on joue. Tout le monde sait les changements qu'il va opérer. Donc il a absolument rien compris, quoi. Alors. Sur les joueurs, parce que l'entraîneur il peut pas grand chose. Quand tu vois Apia, le match qui sort, et en plus avec la presse sur France Bleu, il lui dresse des lauriers. Quand tu vois le match qui sort, alors que c'est un match très important, et le nombre de matchs où il est passé à travers sur son côté. Le premier but, c'est inadmissible de ne pas être au marquage de Kamandi. Mais il est au marquage d'un autre joueur. Ouais. Alors peut-être il est venu aider Bernauer qui était blessé. En fait, il a joué blessé, Bernauer. Je sais pas si c'est pour ça. Il est venu suppléer Bernauer dans l'axe. Mais en tout cas, tu laisses un joueur tout seul comme lui à 20 mètres du but. C'est suicidaire. Alors, à part Apia, est-ce que vous avez d'autres joueurs vraiment là sur le terrain qui vous ont vraiment déplu, qui étaient pas. Alors on sait qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau de la Ligue 1, mais est-ce qu'il y a aussi au niveau de l'état d'esprit des joueurs qui vous ont déçus? Qui n'ont pas tout donné. Davidashvili, qui est trop irrégulier, qui peut faire des très bonnes choses, hein, mais qui est trop irrégulier. La première mi-temps, on l'a presque pas vu. Début de deuxième, léger. Bon, il a une passe d'ess sur la réduction du score de Batu Benfica, mais c'est trop léger sur 90 minutes de jeu. Donc Davidashvili, et quoi, n'a pas été aussi bon que contre Lyon par exemple. Il a eu du mal à refaire cette rencontre. Et puis j'étais déçu aussi de Bouchary, qui ça a toujours été mon chouchou, mais bon là, je sais pas, comme il revenait aussi de blessure, je l'ai pas trouvé percutant
face aussi à un bloc toulousain bien regroupé. Hein, je l'avais dit la semaine dernière, c'est quand même une des meilleures défenses de ce championnat de Ligue 1. Et ils l'ont prouvé. Et ils l'ont prouvé. Et je savais aussi je vous l'avais dit la semaine dernière, ils en avaient mis 4 à Angers, ils en avaient mis 4 au Havre, qu'ils étaient pas là pour fermer le jeu, mais ils ont à la fois une défense et ils fonctionnent bien par contre-attaque. Et alors si en plus tu leur laisses des boulevards, voilà. Moi, les Pistons toulousains ont vraiment fait du mal à cette équipe de Saint-Étienne tout au long de la rencontre. Et le souci n'a jamais été réglé par la main norvégien. De toute façon, on prend 3 buts par match, c'est encore vérifié. Hein. Donc moi, je citerai même joueur, donc au-delà d'Apia et quoi, je suis d'accord. Et puis moi, les 3 joueurs offensifs, j'ai trouvé qu'ils étaient en dessous. J'attendais plus de Wadji par rapport au match qu'il a fait à Reims où il avait des cannes quand même, et puis Davidashvili et Cardona également, hein, donc même s'ils sont impliqués sur les buts, mais Cardona tire sur la barre, une tête sur la barre, mais bon, les 3 de devant n'ont pas été à la hauteur. Ok. Émission Rock'n'Foot, je vais vous passer un premier morceau musical qui vient donc d'un groupe de Toulouse. Ça date, c'est un titre qui a une trentaine d'années, c'est le groupe Diabologum et voilà, ça fait un an qu'on a eu la bonne surprise d'avoir la montée miraculeuse des Verts, et voilà, on est passé du paradis à l'enfer. Le titre de Diabologum, c'est 365 jours ouvrables. Écoutez bien. Passe par la tête, comme inverser la rotation de la planète, ou changer de sphère, puis revenir sur la Terre à l'époque présente, tomber sur l'annonce suivante, échange chef d'État contre prophète, et signé incurable, numéro 1 du service après-vente, abattoir des litres, remplir des poches. Le groupe toulousain Diabologum avec ce titre 365 jours ouvrables. Et oui, il n'y a rien à gagner ici. Et putain qu'ils se taisent, ben voilà, on va enchaîner avec notre président Casidis. Olivier veut que je passe l'interview de l'arrogant Casidis. You know, I've just come from the dressing room, of course. There's massive disappointment for all of us. Some anger with ourselves because we think we could have done better. Donc là, il dit je sors des vestiaires. Je sors des vestiaires, bien sûr, la déception est immense pour nous tous. Il y a aussi de la colère envers nous-mêmes, car nous pensons que nous aurions pu faire mieux. But we have to take responsibility, me first, for a disappointing end to the season. It's not about today's game. We have to look at the whole season. Alors, nous devons assumer les responsabilités. Moi, le premier, dans cette fin de saison décevante, ce n'est pas le match d'aujourd'hui qui compte. Il faut considérer la saison dans son ensemble. Our fans have been fantastic. They've pushed us every step of the way. They've supported us every step of the way. Nos supporters ont été fantastiques, ils nous ont poussés à chaque étape et ils nous ont soutenus à l'extérieur comme à la maison lors de chaque match. And we have to, it's not easy what we're trying to do. We're taking a club and turning it around, both sportingly and also financially. Donc là, il dit que, vous savez, c'est pas facile ce que nous essayons de faire à Saint-Étienne. Nous avons pris un club et nous avons essayé de le redresser au niveau sportif, mais aussi au niveau financier. We don't want a club that will be in permanent fight between League One and League Two. We're building something bigger. Our objectives remain the same. Our commitment is very strong. We have strong financial ownership, but more than that, we have strong commitment to the club.
Donc, nous ne voulons pas d'un club qui serait en permanence, qui passerait en permanence de la Ligue 1 à la Ligue 2 sans arrêt. Nous voulons construire quelque chose de plus grand et nos objectifs restent les mêmes que quand nous sommes arrivés. Un engagement qui est très fort, un actionnariat financier solide et même au-delà de ça, nous sommes très engagés envers le club. We've been through a lot of changes already, but we understand more now than we did a year ago. And we understand more change is necessary, more investment is necessary, and we're committed to that. This club needs to be in the top of Ligue 1. That's our objective, and we will reach it. But obviously, this season has been a big learning experience, and we've suffered a setback which hurts us all. Donc là, il dit qu'on a déjà vécu beaucoup de changements, mais nous comprenons mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Hein, ils sont en phase toujours d'apprentissage. Nous comprenons qu'il faut davantage de changements et davantage d'investissements. Nous y sommes. C'est ce que nous allons faire. Ce club doit être en tête de la Ligue 1. C'est notre objectif et nous l'atteindrons. Mais cette saison a évidemment été riche, je l'ai dit, en enseignements, et nous avons subi un revers qui nous a tous touchés. J'ai laissé trop de place pour la traduction. Alors, Ivan, pardon. I want to say, that I ask them to continue to believe in us. I know it's hard, especially tonight, of course. But we feel the feelings that they're feeling. We really do. Turning a club into something which they can be proud of requires a lot of change in many, many different areas, and there are some big challenges. Donc là, il s'adresse aux supporters et il demande aux supporters de continuer à croire au projet. Il sait que c'est difficile, surtout après cette défaite, bien sûr, mais il faut qu'ils sachent qu'on est comme eux, qu'on partage les mêmes sentiments. Et il redit la difficulté, transformer un club c'est difficile, et qu'il est fier des nombreux changements qu'il a déjà fait dans de nombreux domaines. But we're strong. French football is going through a difficult period. They can be assured that their club will be strong. We will be strong whatever happens next year. We have to go through the summer process with DNCG and so on. We're strong. And we will be back in Ligue 1 and we will be competitive in Ligue 1, playing a style of football representing values that they can be proud of. And that's our objective, and we will reach it. Donc il dit que le club reste fort, que le football français, donc là il donne un petit espoir pour les supporters. Le football français traverse une période difficile, ils peuvent être assurés que leur club sera fort, pas de problème financier pour nous le saurons quoi qu'il arrive. Il faut bien croire qu'il va y avoir la DNCG dès cette semaine. Il redit que nous sommes forts, nous serons de retour en Ligue 1. Il le promet, et nous serons compétitifs cette fois-ci en pratiquant un style de football qui représente les valeurs dont ils peuvent être fiers. With Eric Arnoland for the future? Yes, Eric is somebody we believe in. This style of football is very progressive. Of course, it's not easy to come in halfway through the season and change the style. It's also not easy to, have the exact team that he wants. So these are things that we look at over the summer, and we will push hard. We've already been working on it, and we're ready for the challenges ahead. Donc là, c'est la question sur Eric Orneland. Est-ce qu'ils vont le garder ? Il dit tout de suite oui, parce que Eric est quelqu'un en qui nous croyons, parce que son style de football est très moderne. Et il dit que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour lui d'arriver en milieu de saison et de changer comme ça le style de jeu de l'équipe. C'est pas facile non plus d'avoir l'équipe que le jeu nécessite, avec les contrats, tout ça. Et qu'ils vont travailler cet été pour améliorer tout ça et travailler très dur. Tout va bien donc. Donc voilà, au moins on a le point de vue parce qu'il n'a pas parlé c'est un regret, il n'a pas parlé ni à France Bleu ni au Progrès, il a que parlé à DAZN, au diffuseur effectivement. Et puis être obligé de traduire les propos du propriétaire, du président et de l'entraîneur, c'est pas un problème ça ? Si.
Si, c'est un gros problème, évidemment. Aller Je sais pas chercher si, un joueur, un entraîneur qui a du mal à communiquer. Tu préférais la avec, communication de Romeyer comme dans l'affaire sur Mostafa Mohamed, par exemple. Oui. Moi, je préfère un coach Largement. français, que les consignes soient passées. Alors largement. Alors le coach, Au moins il me faisait rire, Romeyer. Lui, il fait non seulement pas rire, il est baratineur. Tout ce que tu nous as cité, c'est des bullshits. C'est un imposteur. Il est arrogant, il a méprisé ce championnat de Ligue 1. C'est une méconnaissance totale du football en France. Moi, il m'a dégoûté tout simplement de cette saison. C'est la plus catastrophique que j'ai jamais connue à Saint-Etienne. On a encaissé 77 buts, on a pris des raclés face à Marseille 2 fois, on a pris un 8-0, on s'est fait humilier une fois sur 3. C'est simplement scandaleux ce qui nous a fait le cher Casillas. Je n'inclus pas celui qui met le pognon, parce que je pense que en fin de compte il donne liberté à ce Casillas, mais c'est un simple imposteur qui ne connaît pas le football et qui ne connaît pas la Ligue 1. Il nous a mis dans le caca. Je suis vraiment résigné sur le fait d'aller voir les Verts en Ligue 2 la saison prochaine. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 34 ans. Et puis ce sont aussi des gens qui ne résident pas à Saint-Etienne. oui, ça c'est un Ils ne problème. résident pas en France. Longoria, à Marseille, il est là tous les jours. Exactement. Non, alors qu'on soit bien clair, j'ai pas passé ça pour passer la pommade, et parce que j'ai passé ça justement pour que on pointe les vraies responsabilités. Non, mais la dernière fois tu avais parlé de son interview, comme quoi elles sont importantes. En janvier, il dit très bien, bon, on l'a pas passé mais tu l'as traduit. C'était en décembre. En décembre, il dit très bien que Horneland va être capable de, même s'il n'y a pas de nouveaux joueurs, de maintenir l'équipe grâce à son jeu. Voilà. Donc il a échoué. Il a échoué. Step by step. Et je vais le dire tout de suite, dans l'équipe, Bernard Lyons dit que finalement le jeu a pris le pas sur l'enjeu, hein, c'est-à-dire qu'ils ont préféré donner un style de jeu à cette équipe au détriment du maintien. Et bien moi j'irais plus loin, c'est-à-dire que c'est voulu et que les supporters sont pris un peu pour des cons, parce que finalement finalement ce jeu là, Horneland, c'est aussi dans la politique de trading en fait, c'est-à-dire que ils ont mis Horneland pour montrer les joueurs offensifs. C'est la politique, hein. C'est faire du trading, c'est investir de l'argent et gagner de l'argent grâce à ces investissements. Et Horneland, finalement, il est là pour montrer et vendre, pour mettre des petits verts, des jeunes verts sur la pelouse et les faire éclater, marquer des buts. Alors c'est vrai qu'ils en ont marqué, tu l'as dit il y a un instant, et les revendre. Donc nous, on est un peu les dindons de la farce, dans le sens où pour eux, qu'il meurt. Pour moi, le sportif passe dans un deuxième niveau. Le premier niveau pour eux, c'est l'investissement. C'est le business. C'est le business. Et le deuxième niveau, c'est le sportif. Et ils ont vendu à Moukou cet hiver. À Chelsea. Et ils vont vendre, on va dire, les Stassins, le Géorgien Davitashvili, pourquoi pas à Bouchari, et ils seront positifs. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas compatible pour rester en Ligue 1, on l'a vu, et c'est pas compatible pour les années qui vont se succéder en Ligue 2. C'est ça, j'en suis persuadé. Alors, on peut s'inquiéter en effet. On peut s'inquiéter, mais il y a de quoi être inquiet. Ils nous ont rabâché les oreilles avec leur fameux projet, on le voit le projet. On se retrouve en Ligue 2 au bout d'un an. Comme tu as dit Marco, c'est la pire saison de l'histoire de la SS. Hein. Et tu as raison de rappeler les scores. Donc 8-0, c'était la plus lourde défaite depuis 1951. 6 buts à domicile, donc c'était pas arrivé à domicile depuis 1952. 77 buts encaissés, c'était déjà arrivé en 2022 quand on a descendu, mais il y avait 4 matchs en plus. Et donc là, 77 buts en 34 matchs. C'est pas arrivé depuis la saison 46-47. Donc voilà le bilan, le fameux projet nous emmène en Ligue 2. Et puis donc il nous explique que le projet ne changera pas l'an prochain, même si on descend. Et donc s'ils appliquent la même stratégie, on va tout droit dans le mur. Hein. S'ils continuent à recruter des gamins, eux ils savent pas ce que c'est la Ligue 2. Nous on en vient, on sait ce que c'est, on va être attendu. Saint-Etienne, ça va être le match de la saison. On va aller à Ajaccio, on va se faire marcher dessus. S'ils mettent des gamins 18, 19, 20 ans, parce que là, c'est pareil. Si on écoute ce qu'ils veulent faire, ils veulent recruter un gamin dans les buts de 19 ans, là, un Strasbourgeois, mais on va droit dans le mur. S'ils continuent leur trading, leur data.
Oui. Ah ouais, non, mais là par contre, lui, il se fera pas marcher dessus, je te le dis. Attends. Même s'il a 19 ans. C'est un des meilleurs gardiens français, même sans parler de sa génération. Si on aligne des gamins l'an prochain. Non, là par contre, c'est du lourd. On va se faire marcher dessus en Ligue 2. Mais de toute façon, tu ne reconstruis pas un club en Ligue 2. C'est impossible. C'est impossible. En plus, tu perds 2 ans. Tu perds minimum 2 ans. Si tu remontes l'année prochaine, c'est 2 ans. Mais là, ça va être combien d'années ? Tu ne reconstruis pas quand tu es en Ligue 2. Ça, c'est inconcevable. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. On peut prendre l'exemple de Lorient, par exemple, qui a compris qu'il fallait garder tous ses joueurs. Déjà, c'était des joueurs plus expérimentés. Et ils ont mis un coach qui connaissait la Ligue 2 comme sa poche et qui jouait un football minimaliste avec une défense de fer. Ils ont pris très peu de buts. Après, la défense actuelle, c'était la meilleure défense de Ligue 2 à Saint-Etienne l'année dernière. Faut aussi s'en rappeler. Mais bon, il y a quand même une différence de niveau. Mais c'est vrai que le jeu, j'ai pas d'exemple en fait d'équipes de Ligue 2 qui sont remontées avec un jeu flamboyant comme ça. Ah, mais avec un jeu flamboyant, tu remontes pas. Hein. Ouais. Il faut, en fin de compte, c'est Ferguson, quoi. Hein. Il faut des attaquants pour marquer des buts et il faut une bonne défense pour gagner des matchs. C'est aussi simple que ça. C'est ce que Horneland, le lama norvégien, n'a toujours pas compris. Et il faut une défense. Qui a même parlé de ramener Saint-Etienne en Coupe d'Europe dans quelques années, mais il rêve. Hein. Alors ça m'a déplu. Là, on va avoir un destin à Caen, là, si ça continue. On va se retrouver en national et bientôt avec le Puy. Mais pour moi, on va jouer contre le Puy d'ici peu de temps. C'est évident. Dingue, hein. C'est vrai que le soir d'une descente en Ligue 2, parler d'Europe, c'est quand même lunaire. Et c'est un peu irrespectueux. Par contre, Caen, c'est pas tout à fait le même cas de figure. Bien sûr. Il y a un côté arrogant qui est insupportable. Et oui, moi je parle de notion de mépris. Ils ont méprisé en fin de compte ce championnat de France. Hein. Ils sont arrivés, on va mettre des billes là-dessus. Ils connaissaient absolument pas ce championnat, contrairement aux supporters. Hein, on a vu que c'était difficile déjà de monter de la Ligue 2 à la Ligue 1. On savait tous qu'il y avait une défense friable à Saint-Etienne. On avait tous pointé, même celui qui a du mal à voir, il savait que le souci c'était les latéraux. Il fallait absolument, deux mercato, aucun changement. Donc il y a une volonté en fin de compte. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure, la semaine précédente ou il y a 2 semaines, Horneland. Je me demande s'il le fait pas exprès. Il y a vraiment de quoi se poser la question. Est-ce il a pas fait exprès d'avoir un jeu incompatible, parce que son jeu, il est peut-être il a toujours joué comme ça. Des valeurs, mais il avait pas les joueurs pour. C'était évident. Même les joueurs le disent aujourd'hui. Donc c'est incompatible et cette direction de la Ligue 2 et on connaît ce championnat de Ligue 2. Tu remontes pas. L'année dernière c'était miraculeux. Tu remontes pas comme ça. Hein. Ça va être vraiment 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 costaud. Hein. On sait quand on descend, c'est pas quand on monte. Hein. Exactement. Mais ils sont pas inquiets ces gens-là. Non. C'est formidable. Non, il y a une espèce de Le coach a jamais dit qu'on était de placidité dans leurs propos, c'est impressionnant. Alors on peut enchaîner un petit peu sur les responsabilités. Donc vous avez compris qu'on a ciblé Ivan Gazidis pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer. Est-ce que vous voyez, le fait de garder finalement l'ancienne équipe, on peut dire qu'à un moment il y a 6 décideurs à Saint-Etienne finalement. Non. Les trois décident de rien. Oui, mais bon, ils servent à juste être là quand les autres sont pas là, c'est ça ? Oui, ils décident de rien. Ils ont aucun pouvoir décisionnaire. On parle de Kasper et Rustem. N'ont aucun pouvoir décisionnaire. Ils ont rien du tout. Eux, ils font figuration. C'est Gazidis, Fanny Rosenfeld. Voilà, c'est ceux. Oui, sur le recrutement, mais au quotidien peut-être. C'est eux les responsables. Non, mais bien sûr. Les 3 qui viennent de citer. Non, mais je veux dire le fait de prendre son temps pour. Je veux dire, ils auraient très bien pu faire un loft avec ces joueurs qui n'étaient pas au niveau, mais ça a été un choix de finir les contrats, toujours pour des raisons financières, je pense. Et l'année prochaine, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'il y a des joueurs qui sont pas en fin de contrat et on va encore les garder. Après, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas voulu faire le ménage de suite, quoi. Ça aurait été mal vu.
vis-à-vis du coach. Oui, voilà. Bio, Donc, est-ce que c'est de pas une Perrin. erreur, ça, de pas avoir fait le ménage, parce que Sûrement. parce que il y a pas aussi que là, faut pas voir. Enfin, faudrait pas que les auditeurs pensent que ce que l'on dit, c'est que c'était super bien avant et que maintenant c'est la cata, parce que a priori il y a des gros problèmes en interne. Je pense à l'équipe féminine par exemple, où il y a eu quand même des rififi. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va, mais il y avait des discords, il y avait des. Donc peut-être faire le ménage, ça aurait été finalement une bonne idée, et même au niveau des joueurs. Ils n'ont pas fait le ménage, comme tu dis. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils ont fait un flop total dans le mercato estival. Le mercato hivernal, ils ont réagi à la dernière minute. Souviens-toi de l'histoire, je reviens de Cardona, l'histoire de Cardona, il veut pas le prolonger, et finalement il vient au mois de janvier. C'est les pépettes. Alors que Dalloglio c'est des pépettes. Elle l'avait réclamé. C'est la plus grosse somme que Saint-Étienne a été. Ils en voulaient 2 fois plus l'Espagnol. Ouais, non, mais On a investi les Allemands. 23 millions cet été, c'est un Voilà. record. C'est un record, 23 millions. Et en fin de compte, Cardona, on l'a dit sur l'antenne, en fin de compte, il demandait pas une augmentation ou quoi que ce soit. C'était pas. Il était prêt à descendre en fin de compte son salaire, donc il pouvait très bien venir. Il a pas voulu. Ils n'ont pas écouté Dalloglio. Ils n'ont pas écouté plusieurs fois Dalloglio. Et puis il était trop dérangeant Dalloglio, donc ils l'ont viré pour le lama. Quand il a commencé à dire qu'il va falloir un Père Noël très généreux cette année si on veut se maintenir, ça n'a pas plu à la direction, et c'est comme ça qu'il s'est fait lourder. Et il avait raison. Alors je reviens juste sur les défenseurs, parce qu'on a égratigné Apia, on a égratigné toute la saison, même Petro parfois, et Batu Bintika. Je leur en veux même pas, parce que en fait ces défenseurs-là, ils ont jamais joué de leur vie cette façon de jouer là. C'est-à-dire que pour eux, être défenseur, c'était défendre, dépasser rarement le milieu de terrain. Là, on a un Orneland qui les fait jouer à la ligne médiane. Et t'as avec 50 mètres de derrière toi à couvrir. Et donc, ils ont jamais joué comme ça. Donc, je leur en veux pas. Apia, ils voient des fusées arriver, des joueurs qui sont très rapides. Et quand tu joues bas, ça peut aller. Mais quand tu joues très haut, c'est impossible à gérer pour eux, donc je leur en veux même pas. Parce que c'est juste le profil des défenseurs qui ne va pas avec ce style de jeu. On n'en veut même pas aux joueurs. Les joueurs, ils ont pas triché. Simplement, ils sont pas taillés pour la Ligue 1, c'est pas de leur faute à eux, les responsables. Taillés pour ce jeu, je dirais. Parce que non, pas pour la Ligue 1 même. Pour la Ligue 1, regarde avec Dalloglio, mais on n'aurait jamais dû monter déjà avec la saison qu'on fait. C'est un miracle de monter à Metz. L'année dernière, la saison dernière. Souviens-toi, on est 10e du classement. On a du mal à remporter des matchs. C'est miraculeux. Et c'était inattendu, et il fallait évidemment mettre les pépettes, voire combler en fin de compte les défaillances de la saison précédente. Ça n'a pas été fait, donc c'est de l'incompétence, tout simplement. Ils n'ont pas voulu faire du bon travail. Donc quand tu écoutes Casidis là, qui nous dit maintenant on va bosser, non, c'est trop tard. Ça veut bien dire qu'ils n'ont pas bossé avant déjà. Exactement, c'est de l'incompétence et c'est de l'arrogance, et ils se foutent de nous. Et alors c'est facile, nous on a notre passion, cette passion, les Verts ça génère une passion incommensurable. Et se faire humilier comme ça. Et on le prend de plein fouet en tant que supporter, et ça fait vraiment mal. 20 défaites en 34 matchs, tu perds 2 matchs sur 3, tu te rends compte ? 77 buts encaissés, les deux seules équipes qu'on a battues 2 fois, ils ont fini 18e et 16e, ça veut tout dire. Hein. C'est inacceptable, et le discours tu nous as passé, c'est inacceptable. Je peux pas, je ne peux pas cautionner ce genre de choses, et pour la première fois de ma vie, je vais ralentir ma fréquence à Geoffroy Guichard à cause de ces imposteurs qui changent complètement la donne dans le football ligérien. Voilà. Et épargné pour l'instant par les ultras. Jusqu'à quand ? Voilà. Et ça aussi, on pourra en reparler, mais c'est tu parles de Gazidis, là. La nouvelle direction ? Ouais, le rapport qu'il... Ils s'en sont pris au triumvirat qui n'a pas le pouvoir, via des banderoles. Perrin, Soukas, Rustem, mais les vrais responsables, c'est pas eux. Ça date du fait qu'ils les ont soutenus. Depuis le début. Non, mais à l'inverse, la nouvelle direction a soutenu les ultras lorsqu'ils ont été, accusés
Donc ils ont défilé avec eux. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu s'il y avait encore Romeyer et Cayasso? Exactement. Ah oui, c'est sûr. Après, voilà. Et eux, ils aiment beaucoup moins d'argent, mais ils auraient rectifié le tir en mercato d'hiver, comme ils ont fait souvent. C'est vrai. Après, pour quel maintien aussi? Alors, disons que, non, mais ce que je veux dire, c'est que si peut-être vous avez raison et que on va végéter en Ligue 2 et que on va se battre pour aller pas descendre en national. Peut-être vous avez raison. Mais il y a aussi un monde où il y a si tu parles de Robin Risser au gardien, où ils font venir des gens profil Stassin, jeunes mais très talentueux, où ça joue, où ça remonte peut-être pas tout de suite mais après, et là quand tu es en Ligue 1 t'as une vraie équipe. Contrairement aux 30 dernières années, après, à part Galtier, après Galtier, ça fait presque 15 ans, 20 ans qu'on n'a plus rien vu. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup, si ce monde existe, d'attendre 2 ou 3 ans pour avoir une vraie équipe de Ligue 1 ? Mais en Ligue 2, c'est un combat. Je sais, non mais là je te dis, peut-être vous avez raison. Moi, je sais pas, je demande à voir l'année prochaine. Mais peut-être il y a un monde possible où, dans 2 ans, on remonte et où cette fois-ci, on a une vraie équipe de Ligue 1. Parce que Stassin, si on reste en Ligue 1, il reste. Pas sûr. Oui, je sais pas, ils sont quand même pas fous. Ils vont pas. Un attaquant comme ça, tu le trouves pas chaque année. Et ils ont pas besoin d'argent. Mais si t'avais, contrairement à Romeyer, qui lui devait, pour pas faire banqueroute, il devait vendre. Je te la refais pas, Saliba, Fofana. Pourquoi ils en ont dit à Bougou alors? Alors à Mougoul, c'est lui qui 15 millions. qui voulait partir, et il y a certainement une question de contrat. Mais ça aurait pu être un signal fort, tu vois. Donc il veut partir, 15 millions, ben non, il restera à Saint-Étienne quoi qu'il arrive. Nous, on a les moyens de le garder. On n'a pas besoin de le vendre. Stassin, ils l'ont acheté 10, on le vend 30. Voilà. Non, mais c'est ce que j'ai commencé par là. Donc c'est des investisseurs, hein. Même en Ligue 1, mais des investisseurs solides. Si chaque année ils sont capables de nous trouver 3 ou 4 Stassins. Il y a Marco qui lève la main, il veut parler. Écoute-moi, si chaque année ils sont capables, maintenant qu'ils ont pris peur, là, je pense qu'ils ont bien pris conscience et le vent va tourner dans les tribunes. S'ils nous trouvent 3 ou 4 Stassins chaque année, qu'ils en vendent 1 ou 2 chaque année, si t'en as 2 qui restent chaque année, moi je me fais pas de soucis. Moi, c'est pas le business, il m'intéresse, c'est la situation sportive, si on descend. Qui t'empêchait en fin de compte de te maintenir cette année? Il fallait privilégier en fin de compte le maintien pour pouvoir faire ce que tu veux. Donc là, tu perds. Non, parce que tu perds minimum 2 ans. Non, tu vas chercher des joueurs expérimentés où t'as aucun retour sur investissement. Donc, et ça les dérange. C'est pas moi, je suis d'accord avec toi, mais eux, dans leur business plan. On ne devrait pas avoir à prononcer ce mot quand on parle de foot, mais leur business plan, c'est j'achète un joueur expérimenté, c'est de l'argent perdu presque. On passe à un deuxième morceau musical. Ça sera un nouveau groupe féminin qui est donc de Toulouse, et c'est une reprise de volée. Le titre, c'est Fell in Love with a Girl. Donc le groupe Madame. Les White Stripes, revisités par ce groupe toulousain Madame, avec ce titre Fell in Love with a Girl. Ouais, c'était les White Stripes. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Coup de tête, l'émission rock and foot, et il n'y a pas d'agenda. Ou presque, on peut juste parler rapidement de la préparation. Donc tu nous l'as rappelé. 19 juin, ils sont rappelés nos joueurs. Donc les joueurs sont partis en vacances. Ils reviennent le 19 juin à l'Etra. Et le premier match aura lieu le 8 août. On connaîtra le calendrier d'ici quelques temps. Là, en ce moment, c'est les clubs passent un par un à la DNCG. Bon, maintenant, de toute façon, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 clubs de Ligue 1 qui soient relégués. Serait le barragiste. Non. Celui qui perd le barrage. Celui qui perd le barrage entre Reims et puis Metz. Si, je te le dis. Moi, je te dis l'inverse. Et après, en deuxième position, Saint-Étienne. Dans les textes de la LFP, c'est pas le barragiste. Si Reims gagne son barrage,
Si on va en Stassin, David Achille. Et donc il suffit qu'il y ait une équipe de Ligue 1 qui soit. D'ailleurs, je voulais vous poser la Si on question. prépare la saison de Ligue 2 et qu'on se retrouve en Ligue 1, là on est mal. J'ai la ça capture aussi. d'écran, je te montrerai, Eric, juste après, Il y a ça. avec les textes de la LFP. Alors justement, vous, avec la petite expérience qu'on a quand même, 15 ans d'émission, même plus. Non, 15. 15, c'est ça. Donc on a vu quand même un certain nombre de choses. À combien estimez-vous les chances de ça, d'être maintenu sur tapis vert finalement à cause d'une défection? 10-15. 10% quand même, une chance sur 10, ouais. 2%. D'accord. Moi je pense qu'il faut pas y compter dessus. Parce que en plus il y a énormément de changements là qui vont avoir lieu. Vous avez suivi que la fédération va reprendre la main par rapport, la ligue va disparaître, la fédération va reprendre. Non, c'est un projet ça. Non, mais c'est plus qu'un projet puisque la Brune il va sauter et ils font une chaîne, ils vont faire une chaîne il va essayer non, ils font une chaîne télé. Tu m'as dit j'ai une copie d'écran d'un test de la Ligue et tu me dis que la Ligue n'existe plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle est dissoute. Mais jusqu'à présent, à moins qu'ils changent les textes, mais non, mais ils vont faire une chaîne de télé où il y aura tous les matchs de Ligue 1. Je sais pas comment ils vont l'appeler du coup si la ligue n'existe plus, mais et donc pour contourner aussi l'IPTV parce qu'ils se sont rendus compte que ça aussi c'est pour ça que DAZN avait très peu d'abonnés. Bref, c'est à cause de vous, il y a beaucoup de changements, donc avec tous ces changements là, je pense qu'ils vont privilégier la stabilité, sauf si vraiment il y a des catastrophes. Bon, on verra. Quoi qu'il en soit, les matchs, Eric, on est bien d'accord, c'est les vendredis soirs. 9 sur 10, c'est ça, et en Ligue 2 un samedi après-midi et un le samedi après-midi et un lundi. Il y en a toujours un le lundi, ouais. Voilà, donc c'est casse-tête, ça c'est magnifique, ça. C'est la surtout très mauvaise Saint-Etienne nouvelle. va souvent être diffusé Ouais. Donc ça sera souvent le lundi. par Bein. J'en ai peur. Après les Ultras vont mettre un non match le lundi, mais ouais, non, mais ça va être terrible, c'est terrible cette mais c'est terrible, oui. cette descente en Ligue 2 alors que Qui aurait dit ça il y a un an? Ouais. Si, les Kilmer Sport qui nous a complètement trompés. Allez, on passe au coup de cœur. Porte bien leur nom qui meurt. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors coup de cœur, ça sera pour l'ensemble de la saison, pour cette dernière émission, donc pour l'admirable public stéphanois évidemment, dont la fidélité et la ferveur forcent le respect, puis qu'il y a l'incongruité de le renvoyer comme un malpropre en Ligue 2. Coup de cœur pour la révélation Lucas Stassin, et puis pour le seul moment de bonheur, c'est ce qu'on a connu cette saison, à savoir la victoire dans le derby retour, qui malheureusement n'a été qu'un feu de paille. De mon côté, on va partir en Allemagne et je sais que ça va te faire plaisir, Marco, ça va réveiller des souvenirs en toi. Le Loco Leipzig, figurez-vous que c'est le deuxième club de Leipzig et il monte de 4e en 3e division. Il avait complètement disparu des radars parce qu'il a été remplacé, vous le savez, par le Red Bull Leipzig qui depuis 15 ans existe. Il faut savoir que ce club-là, c'est le club qui a été finaliste de la Coupe des Coupes en 1987 contre Bordeaux d'Aimé Jacquet. C'est un club, et bien sûr. Donc ils remontent petit à petit et ils avaient un stade de 100 000 places, faut le savoir, à Leipzig en Europe de l'Est, et contrairement au Red Bull qui lui a du mal qui remplit quand même 40 000 personnes, mais le vrai club populaire de Leipzig c'est ce Loco Leipzig et qui remonte donc en 3e division. Voilà, c'est un coup de cœur qui réveille nos souvenirs. Je crois qu'il y avait Farjon qui avait joué contre Leipzig. Ouais. J'aimais beaucoup Farjon. Voilà, mais je connaissais ils avaient gagné à Bordeaux contre toute attente. Ouais, au stade Lescure. Ouais. Exact. Tu préférais Chalana, toi? C'est vrai que pauvre Chalana. Non, j'aimais pas trop Chalana. Non, moi, j'étais plus Gare Notre Or. Giresse avant qui. Ça a bouché Gare Notre Or. Ah ouais, mais j'aimais bien Gare Notre Or. C'est Gigi qu'il faut. Ouais, Gigi, évidemment. Enfin, j'aimais bien Tigana et tout, même si il était lyonnais. Tigana, j'aimais beaucoup. Bon, coup de cœur, moi j'en ai qu'un, c'est le but de Cabella. Quand même incroyable but de Cabella magnifique. avec le maillot de Lille. Les Lillois ils l'ont pas vu, t'as vu les Ultras. Il y avait là. Ils l'ont pas vu avec une sorte de talonnade en l'air quoi. Enfin quand il marque du talon, mais un but acrobatique de la part de notre ancien Stéphanois Cabella. Donc voilà, c'est le seul coup de cœur et on enchaîne rapidement les coups de tête parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Tigana et des Cailloles, donc de Marseille. Donc coup de tête pour cette saison apocalyptique, donc conclue par une relégation un an seulement après le retour en Ligue 1, donc épilogue terrible mais logique, dont sont responsables les représentants de l'état-major stéphanois, les dirigeants, on l'a dit tout à l'heure, qui, incapables de reconnaître leurs erreurs, ont rejeté la faute sur Dalloglio, et puis ils ont pas suffisamment rectifié le tir du mercato d'hiver. Pour notre coach, évidemment, qui a continué à s'entêter avec son système de jeu, donc il a jusqu'au bout, il a été convaincu qu'il était dans le vrai, et puis il n'a pas compris qu'on allait droit dans le mur, et puis pour l'opération porte ouverte en défense qui a engendré des raclées monumentales. De mon côté, alors ça a choqué personne, mais je sais pas si vous avez vu, lors de la remise du trophée du Paris, du vainqueur, c'est Nasser qui s'est remis le trophée à lui-même en fait, donc c'était assez surprenant. Je rappelle qu'il a toutes les casquettes dans cette ligue finalement qu'on quitte, c'est pas les choses que je vais regretter, ça, le PSG. Qui c'est que j'imite? Go 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 go! We have played against a strong team. The starting game is always the same thing. We have conceded 2 goals quickly, and after we try to score, but it's difficult with our weakness defense. Il copie Flavien là. Il a un meilleur anglais quand même. Allez, c'est bon, ouais. J'ai pas aimé les chants insultant les joueurs en COP Sud en la fin de la rencontre samedi. Voilà, ça m'a déplu parce que pour moi ils y sont pour rien. Alors ils font ce qu'ils peuvent. Pour moi, voilà, j'ai pas aimé les 2 pénaltys du HAC. Quand même 2 pénaltys à l'extérieur. Moi, la dernière fois que ça arrivait à Saint-Etienne, ça date. Croyez-moi, ça date. Ben là, bizarrement, pour le dernier match, ils ont eu deux pénaux. Et le deuxième, quand même, c'est quand même litigieux. Faut être gonflé, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ils en ont eu tout le monde va bien. Lors d'autres victoires extérieures aussi, le Havre. Oui, et ils en ont eu à domicile 2 aussi. Enfin, ouais, à Lens. Donc voilà, ils ont pleuré, mais quand même. Et Chelsea-Strasbourg aussi, avant ce match entre Strasbourg et le Havre, voilà, il y avait des soucis pour la Coupe d'Europe. Donc je me demande aussi que cette multipropriété ne pose pas de soucis sportifs, tout simplement, et on peut aussi avoir des doutes sur l'engagement des Alsaciens. Alors voilà, c'est simplement que des doutes, mais voilà, je trouve pas ça normal dans ce foot moderne. Voilà, on se retrouve l'année prochaine. Moi, ça va être la saison prochaine, à partir du mois de septembre. Je serai moins présent, voilà, Olivier et Eric, que les années précédentes, croyez-moi. J'ai pris un coup sur la tête ce week-end avec cette. Faut trouver un Sissoko pour te remplacer. Exactement, il me faudrait un Sissoko. Allez les Verts quand même, et puis beau printemps et bel été à vous. On se retrouve donc en septembre dans cette émission Coup de tête. À la saison prochaine. Allez, bon été à tous. Ciao. Bye bye.